Le dessous des cartes va consacrer deux numéros à l'Australie. Ce pays, comme on dit, a une bonne image de marque, et ce pour toutes sortes de bonnes raisons, mais en fait il est tout de même assez peu connu. Donc dans ce premier volet, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du pays, ou plutôt des deux histoires du pays, vous allez comprendre pourquoi. Voici une carte du monde centrée sur l'Europe. L'Australie se trouve en Océanie, dans l'océan Pacifique, au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord de la Nouvelle-Zélande. L'Australie, comme on dit, est aux antipodes. Les Australiens disent souvent eux-mêmes qu'ils habitent Down Under, qui veut dire en bas, en dessous. Le nom officiel de l'Australie, c'est Commonwealth d'Australie. Elle est membre du Commonwealth, cette organisation qui regroupe les pays qui ont été des colonies de l'Empire britannique. Le chef de l'État en Australie, c'est la reine d'Angleterre. Et la langue officielle de l'Australie, bien sûr, c'est l'anglais. Mais ce chef de l'État australien est tout de même très loin du pays, puisque Londres est séparé de Canberra, la capitale de l'Australie, par 17 000 kilomètres. L'Australie est un pays immense, le sixième plus grand au monde, et bien plus qu'une île, c'est un territoire à dimension continentale. Il fait 7 700 000 km², soit 14 fois la France métropolitaine. La population australienne est peu nombreuse, 22 millions d'habitants. On a donc une faible densité de population en Australie, 3 habitants au kilomètre carré, et cette population est inégalement répartie sur le territoire. Elle se concentre en majorité sur les littoraux et dans les villes. Vous voyez sur la carte les plus grandes villes du pays. L'Australie fait partie des pays les plus urbanisés au monde, avec un taux de 89% en 2011. Cela s'explique notamment par les conditions climatiques. 70% du territoire sont couverts par des zones arides et semi-arides qu'on appelle le bush en Australie. Vous voyez ici sur la carte les principaux déserts. La faiblesse des précipitations explique en partie l'aridité de cette partie du continent. L'Australie a un régime de type fédéral. Le territoire est divisé en 6 États: l'Australie occidentale, l'Australie méridionale, Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et la Tasmanie, et 10 territoires, dont le territoire du Nord et celui de la capitale, Canberra. Du fait de son éloignement des routes commerciales, cette région est explorée tardivement par les Occidentaux. Ce sont les Hollandais, dont Abel Tasman, qui, au XVIIe siècle, seront les premiers à découvrir et explorer ces terres australes, leur donnant le nom de Nouvelle-Hollande. Viendront ensuite le français Louis-Antoine de Bougainville, puis l'anglais James Cook, pour ne citer que les plus importants. Ils permettront ainsi d'établir une cartographie complète du continent. Ce sont finalement les Anglais qui, ayant perdu leur colonie américaine, s'installent en 1788 à Botany Bay et créent une colonie pénitentiaire à Port Jackson, qui deviendra plus tard la ville de Sydney. Ainsi, la colonie de Nouvelle-Galles est créée. Mais cette histoire que je viens de vous raconter là est tout à fait incomplète, car l'histoire de l'Australie ne débute pas avec l'arrivée des colons britanniques. Non, l'Australie est habitée depuis au moins 50 000 ans par les aborigènes. Ils seraient arrivés depuis la région du Sunda vers le nord de l'Australie, puis l'exploration s'est poursuivie vers l'intérieur du territoire. De très nombreuses tribus peuplaient alors l'Australie. On estime qu'à la fin du XVIIIe siècle, il existait environ 250 langues différentes. Les Anglais, à leur arrivée en Australie, déclarent ce territoire terra nullius, ce qui veut dire territoire qui n'appartient à personne. Et dès lors, les aborigènes se sont retrouvés comme juridiquement étrangers chez eux, et la colonisation du territoire par les Anglais, ainsi, peut commencer. De nouvelles colonies sont alors établies à partir de celles de Nouvelle-Galles du Sud, la Tasmanie, l'Australie occidentale, l'Australie méridionale, le Victoria et le Queensland. Et la totalité du territoire passe ainsi sous domination anglaise. En 1788, année de l'arrivée des Anglais, on comptait seulement 860 personnes en Australie, hors aborigènes bien entendu. Et un siècle plus tard, en 1888, la population a atteint près de 3 millions d'habitants. Alors comment ce pays s'est-il peuplé aussi rapidement?
Le peuplement de l'Australie connaît une croissance très forte à partir des années 1850, marquée par la découverte de champs aurifères et l'arrivée de migrants attirés par la ruée vers l'or, dont une partie d'asiatiques. Ceux-ci, en 1861, représentaient plus de 3% de la population du pays. Mais l'arrivée soudaine de cette immigration, dite de couleur, suscite des tensions qui se transforment en racisme, comme en témoigne cette caricature de l'époque. Parallèlement, la population aborigène diminue fortement. Ce graphique montre l'évolution de la population aborigène entre 1788, à l'arrivée des Anglais, et 1901. On constate que la part de la population aborigène dans la population totale a considérablement diminué. Alors quels sont les facteurs? Eh bien principalement la violence des colons britanniques à l'égard des aborigènes, mais aussi l'introduction de nouvelles maladies. Au cours du XIXe siècle, les colonies australiennes marquent de plus en plus leur volonté d'indépendance à l'égard du Royaume-Uni. Leur défiance vis-à-vis de Londres va favoriser leur union et les pousser vers l'indépendance. Celle-ci est proclamée le 1er janvier 1901. Le Commonwealth d'Australie est né et la capitale est Melbourne jusqu'en 1927. L'une des premières lois votées par l'Australie nouvellement indépendante, c'est le Immigration Restriction Act, visant à interdire l'immigration non anglophone. Et cette législation entre alors dans le cadre de la politique de l'Australie blanche, entre guillemets, qui vise à maintenir les origines anglaises de l'Australie. Et elle conditionnera la position de l'Australie face à l'immigration pour les 50 prochaines années, soit à peu près jusque dans les années 1950. Mais la Deuxième Guerre mondiale et le souvenir de la menace japonaise vont permettre aux autorités australiennes de prendre conscience que ce pays n'est pas assez peuplé. L'Australie a également besoin de main-d'œuvre pour son développement économique. En somme, peupler ou mourir, telle est la devise politique de l'époque. En dehors des migrants des pays du Commonwealth, l'Australie va alors accueillir notamment les victimes des divers conflits liés à la guerre froide, ceux qui fuient des régimes autoritaires ou qui ont des difficultés économiques dans leur propre pays, notamment des réfugiés d'Europe centrale, des Allemands de l'Est dans les années 50, des Européens du Sud, victimes des dictatures ou des difficultés économiques, comme en Grèce, en Yougoslavie, en Italie, des victimes de régimes autoritaires ou de la guerre, comme les Chiliens, les Boat People vietnamiens, ou encore les Libanais qui fuient la guerre à partir de 1975, des Sud-Africains fuyant la fin de l'apartheid à partir de 1994. Et aujourd'hui, l'immigration vient principalement d'Asie et même d'Océanie. Sous le coup de cette immigration, le visage de l'Australie s'est profondément transformé en l'espace de quelques 70 ans, en s'éloignant progressivement de l'idéal, entre guillemets bien sûr, de l'Australie blanche. Regardons la répartition ethnique de la population australienne en 2010. Bien que les anglo-celtes soient toujours majoritaires, la diversité ethnique de la population australienne s'est enrichie des diverses vagues de migration. Les Asiatiques et Moyen-Orientaux représentent 12% de la population, et les autres Européens 17%, et les Océaniens 1%. On voit aussi sur ce graphique que les aborigènes ne représentent plus que 3% de la population du pays. Et ce chiffre cache une autre réalité sociale. Les aborigènes vivent depuis toujours, et encore aujourd'hui, en marge de la société australienne. La communauté aborigène accuse un important retard de développement par rapport au reste de la population du pays. La mortalité infantile est 3 fois plus élevée dans cette communauté que dans le reste de la population. L'espérance de vie pour les hommes est inférieure de 12 ans à la moyenne nationale, et seuls 39% des Australiens d'origine aborigène terminent leurs études secondaires, contre 75% pour les Australiens de souche européenne. Quel est aujourd'hui l'avenir de la société australienne? Revenons sur la répartition ethnique de la population du pays en 2010. Il semblerait que les évolutions futures renforcent le multiculturalisme de cette société, encore pour partie fermée à l'immigration. Sur cette projection de la répartition ethnique de la population en 2025, on remarque que la part des Asiatiques et Moyen-Orientaux devrait passer de 12 à 19%,
et que la part des anglo-celtes diminue. Cette tendance illustre le changement de position de l'Australie, tant sur le plan stratégique que sur le plan économique. De moins en moins tournée vers l'Europe, l'Australie renforce ses liens avec ses voisins asiatiques, tous en forte croissance économique. Et cela pourrait la placer au centre de toutes les attentions au cours des prochaines décennies. Voilà, j'ai voulu vous rappeler quelques éléments de l'histoire de ce pays qui est finalement tout jeune, seulement 250 ans, mais en soulignant qu'il y a deux mémoires dans cette jeune nation, celle des immigrants européens, surtout britanniques, et puis celle des premiers occupants, qui sont donc ces Mélanésiens qu'on appelle en Australie des aborigènes et qui, dans ce pays, sont souvent considérés comme des citoyens de second rang. Alors les choses se sont un petit peu améliorées, mais songez tout de même qu'il a fallu attendre 2010 pour que, pour la première fois, le Parlement australien accueille dans ses rangs un député d'origine aborigène, M. Ken Wyatt. Alors, dans un prochain numéro, je vous montrerai comment, par l'économie, les échanges, le commerce, l'Australie s'éloigne de l'Europe. Elle est comme rattrapée par sa géographie pour s'inscrire de plus en plus en Asie. Alors je vous conseille de lire L'Australie de Xavier Ponce qui recense toutes les idées reçues sur ce pays et qui les corrige aux éditions Cavalier Bleu. Et puis je vous conseille aussi Australie, Histoire, Société, Culture de Maya Ponsonnet aux éditions de La Découverte.